Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On évoque cette flambée de violence à Alençon, dans un quartier sensible de la ville. Tout de suite, on joint sur place nos envoyés spéciaux Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Bonsoir Jeanne, on est au lendemain de cette nuit de violence. Dans quel état est le quartier? Et puis vous avez aussi rencontré certains des jeunes qui étaient sur place cette nuit, c'est bien cela? Oui, Laurence, des jeunes qui nous expliquent ne pas avoir participé à ces affrontements, mais qui nous disent, eh bien, je cite, valider, cautionner, acquiescer ces méthodes. Alors, ces méthodes, quelles sont-elles? Eh bien, c'est tout simplement d'attirer les forces de l'ordre, les pompiers, en calcinant certaines voitures, comme on en a devant nous, des voitures qu'on voit totalement brûlées ici, dans ce quartier, les attirer pour ensuite s'en prendre directement à eux. Vous l'avez entendu dans le sujet précédent, ce guet-apens, eh bien, il a été fait en réponse à l'interpellation qui a eu lieu hier matin dans cette tour qui se trouve juste à côté de moi et dans laquelle eh bien, un trafic de drogue est effectué, a lieu ici. Alors ces jeunes, on a pu discuter avec eux évidemment à visage couvert car pour la plupart eh bien, ils sont mineurs. Ces jeunes qui nous expliquent que pour eux, ces affrontements, eh bien, c'est la seule façon pour faire comprendre, je cite, aux policiers qui n'ont rien à faire ici dans ce quartier. Écoutez. C'est un peu de leur faute aussi. C'est un peu de leur faute. Si, des forces de l'ordre. S'ils n'auraient pas cherché tout ça, il ne serait jamais arrivé ce qui s'est arrivé. Les bavures ont commencé de leur côté, ils n'ont pas commencé d'ici. Ils cherchent la merde à mon avis. Ça recommencera tant qu'ils n'auront pas compris, qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils arrêtent de venir ici, chercher des trucs, faire des bavures. Les gens qui ont commencé ça, ils savent très bien ce qu'ils font. Ça ne va pas s'en arrêter à là si les keufs, si la police, ils n'ont pas compris. Moi, je crains rien, rien du tout. Les gens d'ici craignent rien, on est chez nous, on craint rien. Qu'est-ce qui peut se passer ce soir? Ça peut péter encore plus que la veille, c'est tout. Et Laurence, on a aussi discuté avec des habitants, des pères, des mères de famille qui nous expliquent eh bien, que ça les rassure que des CRS arrivent tout à l'heure ici dans ce quartier pour tenter d'apaiser ces tensions. Mais la plupart des habitants, eh bien, ce qu'ils demandent concrètement, c'est le retour d'un commissariat de proximité pour eh bien, permettre aux habitants de renouer le lien et le contact avec les forces de l'ordre. Merci beaucoup pour ces explications, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Coralie Dubos, vous êtes députée de La République En Marche. On a l'illustration même de ce que l'on disait sur ces violences urbaines. Des jeunes qui ont un sentiment d'impunité, ils le disent là devant notre envoyé spécial, on risque rien, on est chez nous. Et les policiers qui sont régulièrement pris pour cible, c'est inacceptable. En fait, c'est pire qu'un sentiment d'impunité parce que lorsqu'ils vous disent on risque rien, on est chez nous, c'est un sentiment de rupture et de séparation. Moi, c'est cela contre lequel on lutte au sein de La République En Marche, se séparer de la République en se disant ici c'est chez nous et c'est un territoire sur lequel ni les policiers ni les pompiers sont bienvenus, c'est inacceptable. En fait, on est partout en France. Et d'ailleurs, je voudrais saluer en premier lieu l'action des forces de l'ordre, à la fois cette nuit évidemment en protection du quartier, mais aussi en amont, parce que c'est quand même une riposte à un point de deal qui a été démantelé. Et moi, je trouve qu'il ne faut rien lâcher. Et je salue l'action de Gérald Darmanin et de tous les effectifs de police et de gendarmerie qui sont engagés dans la lutte contre les stupéfiants, même si nous savons que ça peut générer ce type de réaction. Il ne faut rien lâcher, il faut aller au bout, parce que si on en arrive là, avec ce sentiment finalement de zone qui fonctionne avec des lois autres que celles de la République, c'est parce qu'il y a eu un abandon quand même de ces quartiers pendant de trop nombreuses années. Là, il faut qu'on continue. On sait qu'il y a une période difficile à passer. Je voudrais aussi adresser mes salutations aux habitants, parce qu'on a entendu dans le reportage précédent des personnes qui habitent ces quartiers qui vous disent c'est difficile pour nous de vivre dans ce milieu-là. Ça fait 60 ans que je suis ici, je vois la situation se dégrader. Je veux qu'il y ait de l'action publique. Et donc, moi, je voudrais saluer ces habitants et leur dire que pour eux, et nous savons qu'ils sont l'immense majorité des gens qui habitent ces endroits, pour eux, on ne lâchera rien. Il faut aller au bout. Parce qu'eux subissent évidemment ces violences. Jean-Claude, l'interview qu'a fait Jeanne Cancard de ces jeunes est très, très, très symbolique de ce qui se passe. Très tranquille. Mineurs, ils sont mineurs, ils disent qu'on ne risque pas grand-chose. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Et pourquoi les policiers viennent au fond? Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? Enfin, on est chez nous, qui nous foutent la paix. Donc là, il y a du chemin quand même. Et je trouve qu'on est dans un engrenage, je dirais sans fin, mais j'espère qu'il aura une fin, mais ça ne va pas être pour demain ou après-demain. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au fond? Les policiers, si j'ai bien compris, ont arrêté 2 jeunes trafiquants, ils sont allés les chercher à leur domicile. Et puis leurs copains, 30 ou 35, ont dit « mais c'est inacceptable, comment? On interpelle des trafiquants de drogue ?» Totalement inacceptable, donc ils sont descendus, ils ont organisé... Alors ils ont parlé de bavure à plusieurs reprises dans l'interview. Oui, moi je ne sais pas s'il y a eu des bavures, je n'étais pas sur place, mais a priori ils ont tendu une espèce de piège aux policiers, aux pompiers, en voyant, alors là, pour une fois il n'y avait pas la Kalachnikov, c'est bien, on est en progrès, mais il y avait quand même les tirs de mortier,
Et puis, c'est là où je veux en venir, c'est que maintenant, je ne dis pas que le gouvernement est piégé, mais il va devoir, comme vous le disiez, Madame Dubos, faire preuve de la plus grande fermeté. Parce que quoi ? Il a 2 trafiquants de drogue en garde à vue, en détention. Les manifestants, les jeunes, leurs copains, appellent... Pas les manifestants avant. Oui, non. Appellent à les libérer. Sinon, ils continuent ce soir et ils continueront jusqu'au bout avant que leurs camarades soient libérés. Alors, il y aura des renforts policiers ce soir. Oui, mais enfin, vous vous rendez compte. C'est-à-dire que menacer donc l'État français de manifester jusqu'à ce que les 2 trafiquants de drogue soient libérés, sinon, c'est l'émeute urbaine. C'est un problème, c'est une problématique qui n'est pas facile pour le gouvernement, et j'espère comme vous qu'il va falloir tenir bon, parce qu'il faut tenir bon, et essayer d'expliquer à ces jeunes gens que trafiquer la drogue, on ne va pas les laisser faire, et que ces opérations-là vont se multiplier. Mais ce n'est pas du gâteau. Karim Zeribi, c'est vraiment ce témoignage, moi je trouve très symbolique, de ces jeunes qui disaient... Que viennent faire les policiers, au fond, dans notre quartier ? Une symbolique dramatique, parce qu'effectivement, il laisse entendre que le rapport de force est possible. Non seulement possible, mais normal. Non, mais en faveur. C'est-à-dire qu'il est possible que nous puissions poursuivre nos exactions, notre volonté de ne pas faire entrer la police, en circulant le territoire. C'est fou. Qu'on en soit là aujourd'hui, on se dit, mais la nature horreur du vide. Si la République, la police, ce qui fait que nous puissions vivre ensemble, ne prend plus place dans ces quartiers, il y en a d'autres qui la prennent la place. Et qui instaurent d'autres règles, leurs règles, qui ne sont pas les règles effectivement communes à tous. Donc il faut absolument reprendre pied dans ces quartiers. Moi, je milite pour une sécurisation quotidienne et pérenne. J'en ai assez de voir effectivement qu'à chaque fois qu'on a un problème, on met des camions de CRS ponctuellement, et ensuite, comme ils ne peuvent pas rester durablement, ils s'en vont et ils vont sur notre terrain d'exaction. En fait, on fait un tour de France des terrains d'exaction, on sécurise. Donc, je le vois dans les quartiers nord de Marseille. Ouais. Donc, et il suffit qu'il y ait un peu des échauffourées entre police et jeunes. Hop, camion de CRS. 48 heures. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font ? Mais ils sont appelés ailleurs. Non, moi je vous dis, si on ne met pas des polices pérennes, au quotidien pour sécuriser ces habitants qui méritent d'être sécurisés, qui sont des citoyens à respecter face à ces petits groupes de délinquants qui emmerdent tout le monde, qui empoisonnent la vie quotidienne et qui ne peuvent plus parler de manière impunie comme ça, en faisant presque la loi, le rapport de force. Il faut que la peur change de camp. Et ça, si on ne met pas les moyens de police, si on ne prend pas les décisions de justice qui vont bien, si on ne marche pas sur nos 2 jambes républicaines, sécuriser, prévenir, dissuader, réprimer et puis sanctionner, je suis désolé, ce cas de figure, il se généralisera. Et on l'aura encore. C'était les grandes villes jadis, maintenant c'est les villes moyennes, demain ce seront les villages. Si on laisse faire, il faut sortir de ce sentiment de laisser faire, agir vite, agir fort. Alexandre Devecchio. Leur slogan, du Figaro. On est chez nous, dit tout, je crois. Dit que nous ne sommes pas simplement dans une affaire de trafic de drogue et de business, mais que nous sommes dans une affaire de guerre de conquête, d'une certaine manière. Ils ont conquis un territoire, ils sont légitimes sur ce territoire, et l'État français n'est plus légitime. Donc il faut commencer par faire le bon diagnostic et dire que le travail de l'État, c'est pas seulement de mettre à mal le trafic de drogue, mais c'est de reconquérir les territoires perdus de la France, je dirais même pas de la République. Et pour ça, il faut mettre un arsenal législatif en place spécifique, parce qu'il y a les voyous, mais il y a aussi leur environnement, il y a la complaisance d'une partie des familles, et donc il faut l'impuissance peut-être aussi. L'impuissance des familles. Il y a l'impuissance d'une partie des familles, mais quand c'est des mineurs et quand il y a des gamins de 10 ans qui sont déjà dehors à n'importe quelle heure, il y a une défaillance qu'il faut réprimer. Il faut demander des comptes à ces familles-là. Au Danemark, on a mis en place une loi anti-ghetto. On a identifié ce qu'étaient les ghettos avec des critères sociaux, mais aussi des critères de nationalité. On a ensuite pratiqué le bannissement. Quand quelqu'un était condamné dans ces quartiers-là, il avait
n'avait pas le droit d'y retourner. On peut s'interroger en France, doit-on continuer à donner des logements sociaux à des gens qui enfreignent la loi? Est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'à leur retirer leur logement? Je pense que tout ça doit être sur la table et on ne doit pas se contenter de dire il faut mettre à mal les trafiquants parce que c'est plus large que ça, c'est un problème de désintégration en fait. La sécurisation de ces quartiers, elle commence par la lutte contre le trafic de drogue parce que c'est ce qui alimente la délinquance, voire plus une certaine criminalité dans ces quartiers. Donc là-dessus, il ne faut pas être naïf. Lutter contre le trafic de drogue, c'est précisément reprendre pied dans ces quartiers pour l'État et mettre un terme à une économie souterraine, dangereuse et qui finance cette violence. À ce propos, j'aimerais juste vous soumettre les propos du procureur de la République d'Alençon qui dit, à propos de ce qui s'est passé, une interpellation, ce n'est pas un démantèlement, ce n'est pas en extrayant un revendeur qu'on s'attaque en profondeur au trafic. Pour ça, il faudrait des enquêtes en profondeur de la police. Oui, ça choque les policiers, je vous le cache pas. C'est ce que j'allais vous dire. Je pense quand même c'est un peu gonflé de douter du travail des enquêteurs en France. Je peux vous dire en plus, pour en avoir vu récemment et pour en voir régulièrement par mon mandat, que ce sont des personnes qui sont à pied d'œuvre en permanence au service de l'État. Et c'est finalement ça, entre eux, entre les gendarmes et les pompiers, de voir toutes ces personnes qui sont engagées pour l'État, pour les concitoyens et ceux qui en ont strictement rien à faire, pardonnez-moi l'expression, et qui se mettent de telle façon en situation de menace vis-à-vis d'un État, il faut rester intraitable. Et moi, je le maintiens et je n'ai aucun doute sur le fait que ni le président de la République, ni Gérald Darmanin ne cédera face à de telles menaces. Au contraire, il faudra poursuivre. J'entends aussi la demande qui est faite de réimplanter durablement dans les quartiers. Ça peut évidemment pas être les CRS, puisque ce sont des compagnies qui ont vocation à être mobiles. Mais je crois que la reconquête aussi, en relocalisant des gens, c'est ce qui a été fait avec la police de sécurité du quotidien dès le début du quinquennat. Et on a redéployé des hommes absolument partout sur le territoire. En mettant, on a quand même mis 15 000 hommes de plus. Je regrette qu'il n'y en avait pas suffisamment dès le début du quinquennat et qu'il ait fallu en rajouter 15 000. Et s'il faut en rajouter, de toute façon, vous savez bien que personne ne lâchera sur ce sujet puisqu'il est primordial pour l'État français. Moi, je les vois pas, et à mon avis, un peu transpartisan, même si ce sont nous qui prioritairement avons remis 15 000 hommes. Sur la sanction des familles, je ne sais pas. C'est une vraie question qu'il faut ouvrir. Moi, je pense qu'on a besoin d'un vrai débat de fond sur la famille, sur l'éducation. Je prends l'éducation au sens large. Je ne suis pas en train de dire l'éducation nationale ne fait pas son boulot. Je pense que plus de la famille. Oui, beaucoup d'instituts et de profs font leur boulot et ils le voient essentiellement comme de l'instruction. Mais effectivement, il faut quand même qu'on regarde la réalité en face. Il y a un problème d'éducation qui doit être pallié aujourd'hui. L'État va malheureusement devoir mettre les mains là-dedans. Normalement, c'est du domaine privé. Mais il va falloir mettre les mains là-dedans parce que c'est pas normal d'en arriver à ce niveau-là, à la fois de violence et de comportement. Il n'y a plus de civilité, de savoir-être dans notre société. Ça n'est pas possible et ça pose même des problèmes après quand on entre en entreprise alors que ce sont des gens qui s'insèrent. Donc de A à Z, de le début de la chaîne, il va falloir regarder. Mais je ne suis pas certaine que ce soit en retirant un logement à une famille qu'on lui permette de mieux éduquer et de mieux s'intégrer dans la société. Un tout petit mot, Jean-Claude, rapidement. Je ne sais pas comment va évoluer la situation à Alençon ce soir et dans les jours qui viennent. Il me semble tout de même qu'il y a un risque politique. C'est que les banlieues, ou une partie des banlieues, une partie des 80 ou 95 zones déclarées précaires, dangereuses, et j'en passe, s'enflamment. Et je pense qu'effectivement, le gouvernement y est probablement sensible. Oui, et je le souhaite comme vous, à la sévérité, parce que sinon on va tout perdre, mais en même temps, il ne faut pas se dissimuler que il y a une élection bientôt et qu'il y a un risque politique de voir s'enflammer les banlieues. Alors, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. On a évoqué la situation à Alençon. On reviendra sur ce qui s'est passé à la Duchère, où il y a eu des tirs d'armes automatiques sur les policiers. Et puis aussi Angoulême, une petite ville où le quotidien des habitants est absolument rythmé par les rixes entre bandes de jeunes. À tout de suite.